BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour messieurs. Bonjour. Le patron de Vitam MFO. L'heure est au grand débat et vous avez choisi d'y contribuer. L'heure est au grand débat national qui a été lancé au mois de janvier. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans les 210 000 personnes qui ont posté des contributions sur le site, il y en a à peu près 900 000 contributions, 210 000 personnes, 900 000. Eh bien, 34% parlent du thème favori, il y a 4 thèmes, de la fiscalité et des dépenses publiques. Donc on y est. Bon, vous, quelles sont vos grandes idées du coup? Quelles sont les propositions qu'on va retrouver sur ce site avec le petit tampon Benoît Lombard? Alors, le tampon de CNCGP aussi, et puis bien sûr, j'y ai apporté ma patte. Ce qui est très marrant, c'est de voir en France, on en parlait à l'instant, on a le record des prélèvements obligatoires, puisque aujourd'hui, nous sommes le premier pays de l'OCDE en tête des prélèvements obligatoires, plus de 46%, 1000 milliards d'euros par an. Et pourtant, j'ai l'impression que le grand débat national, c'est parfois un peu le concours Lépine de la meilleure idée fiscale. Et pour autant, on demande tous à payer un impôt, pas soi, mais son voisin. Donc, et pour autant, je rappelle... C'est ça, on veut que notre impôt baisse, par contre, si on augmente celui du voisin, c'est pas grave. Ouais, et Pareto, qu'on connaît pour sa fameuse loi, il disait un truc très, très malin, c'est qu'il est doux de prendre sa part d'un impôt qu'on ne paye pas. Le meilleur impôt, c'est celui du voisin. Alors, on a vu suppression, rétablissement de l'ISF, on a vu taxation de la résidence principale, qui est exonérée d'impôts sur les plus-values, et puis on a vu fleurir tout un tas de choses qui apparaissent un peu aberrantes. Bon, même si Emmanuel Macron a un peu sifflé à la fin de la partie en disant une réponse fiscale à une question fiscale n'est pas une bonne réponse. Exactement. Donc en réalité, il s'agit de donner des règles lisibles, puisqu'on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. La lisibilité des règles pour les épargnants, elle est complexe. Hein, les lois fiscales changent. Donc il y a 4 thèmes, moi, qui m'ont intéressé. Le premier, c'était de favoriser les transmissions, parce que la machine à transmettre est grippée. France Stratégie en 2017, l'INSEE en 2018 a constaté que en France, les transmissions sur la période 2012-2016, et 2012 c'est pas anodin, puisque c'est là où on a vu une taxation accrue des transmissions par donation ou par succession, eh bien ces transmissions ne se faisaient plus et se faisaient surtout beaucoup moins en France que dans nos pays, les autres pays européens, chez nos homologues européens. Et ça se fait beaucoup moins parce que effectivement, l'anticipation de la transmission n'est plus favorisée, au détriment bien évidemment des jeunes générations. Et il y a un autre effet, un effet ciseau si je puis dire, c'est l'allongement de la durée de vie. Ouais. En fait, la question, c'est pas tant les frais de succession, c'est plutôt de favoriser les transmissions afin qu'on arrête d'hériter à 60 ou 70 ans. S'il n'y a plus de carotte fiscale, il n'y a pas d'intérêt. Et je rappelle juste une chose, c'est que on a un abattement en ligne directe, hein, que le taux de taxation en ligne indirecte c'est 60%, que l'abattement en ligne directe il est de 100 000 euros tous les 15 ans, tandis qu'on avait en 2009, je donne juste cet exemple, l'abattement en ligne directe était de 156 000 euros tous les 6 ans. Ça veut donc dire que sur une période longue de 30 ans, on pouvait transmettre 750 000 euros à un enfant. Une personne pouvait transmettre à son enfant cette somme importante, tandis qu'aujourd'hui, sur cette même période, c'est 200 000 euros. Et que donc, on a grignoté ces abattements, on a grignoté la carotte qu'on nous donnait, c'est-à-dire la faculté de pouvoir transmettre en franchise d'impôt. Donc libéraliser les transmissions. C'est la première proposition que vous faites, ça concerne donc effectivement tout ce qui est la transmission du capital. Autre proposition, et là elle me tient très à cœur, c'est sur le PEA et les enfants. PEA. Alors, vous savez qu'on a une singularité en France, c'est qu'on peut ouvrir des PEA. Hein. Le PEA permet d'avoir cette enveloppe, j'allais dire sanctuarisée aussi, qui permet d'éviter d'être taxé en cas de rotation d'épargne, d'une part à l'intérieur du plan, et puis aussi qui exonère d'impôts, tant qu'on reste dans le plan, les dividendes. Eh bien, le PEA ne peut pas être ouvert pour des mineurs. Donc, assez paradoxalement, tandis qu'on veut favoriser l'investissement productif, tandis qu'on veut drainer l'épargne vers l'économie réelle, vers les PME, mais aussi vers les actions, eh bien, un couple peut ouvrir un contrat d'assurance vie pour ses enfants, sur une durée longue, peut ouvrir des livrets jeunes, mais un livret A, mais ne peut pas ouvrir de PEA. Alors, Pacte, là, qui est en cours de discussion au Sénat, maintenant à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, donne la faculté d'ouvrir des PEA pour des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal dans la limite de 25 000 euros. Ouais, et encore en tapant dans le crédit des parents. Et en tapant dans le crédit des parents. Donc dans l'enveloppe des 225 000, qui est relativement forte. Hein. PEA et PEA-PME, c'est 225 000 par contribuable. Donc moi, je propose un truc très simple. Donnons la faculté pour des enfants mineurs
sous le contrôle parental, bien évidemment, les parents sont investis de l'autorité parentale, d'ouvrir un PEA. On a deux aspects positifs. Le premier, c'est qu'on a la durée devant soi, puisqu'à priori, ils ne peuvent disposer d'épargne sans le consentement de leurs parents avant 18 ans. Et puis, on peut aussi drainer, lisser ces investissements dans le temps, ce qui a deux effets salvateurs. Le premier, c'est d'accompagner les PME. Et puis le deuxième, c'est bien évidemment, là aussi... Ouais, et puis au lieu de leur apprendre qu'ils ont un livret qui leur rapporte sans rien faire, etc., on leur donne aussi le goût de l'action, ce qui n'est pas... Je rappelle qu'il est possible pour des parents d'ouvrir un contrat d'assurance vie au sein duquel on peut avoir une unité de compte qui se repose sur des actions. Certes. Mais on ne peut pas ouvrir de PEA. Donc, ouvrons le PEA. Allez, rapidement, deux autres idées. On enchaîne avec quoi? Sanctuariser l'assurance vie. Hein, donc moi, ça fait 25 ans que j'exerce dans ce domaine d'activité. Il y a une réforme tous les 3 ans. Donc 1700 milliards d'euros en assurance vie, 20% d'unités de compte qui sont investis là dans d'autres choses que des fonds euros. Eh bien, sanctuarisons l'assurance vie, donnons de la lisibilité, rassurons les épargnants et prenons l'engagement sur au moins une durée quinquennale de ne pas bouger l'assurance vie. Or, le gouvernement actuellement est assez tenté, surtout les parlementaires, de modifier ce cadre fiscal salvateur. Bon. Dernière proposition. Sur l'assurance vie, la transférabilité, par exemple, il y a un amendement qui va être examiné. Ce serait pas mal, ça. Pas mal, la transférabilité, de l'assurance vie, il faut me laisser un tout petit peu de temps. Non, transférabilité de l'assurance vie, ça a été voté au Sénat. Juste une chose, si on transfère les provisions mathématiques qui reposent sur des fonds en euros, c'est la mort du marque to modèle de l'assurance vie et là du coup Sapin 2 pourrait agir, c'est-à-dire qu'on va être obligé de cliquer à un moment donné, de matérialiser à un moment donné la réelle performance du sous-jacent du fonds en euros. De toute façon, l'occasion d'en reparler de façon c'est une très belle idée, c'est techniquement délicat. Mais on pourra en reparler plus longuement. Volontiers. Dernier aspect, l'abus de droit. L'abus de droit. Alors là, formidable, l'article 109 de la loi de finances a créé un nouvel abus de droit, hein, donc la loi de finances pour 2019, qui va s'appliquer à partir du 1er janvier prochain. Changeant un mot finalement. Un mot, on a changé l'adverbe, on est passé d'exclusivement fiscal. Je rappelle que l'abus de droit, c'est dès l'instant où on a un acte en fraude à la loi, dès l'instant où on a un acte fictif, et dès l'instant où le but de l'opération, il est exclusivement fiscal. Alors on a mis principalement fiscal. C'est quoi le principal? Le principal, c'est plus de 50%. Comment allons-nous sonder l'esprit des épargnants, des contribuables qui réalisent des opérations patrimoniales à tel point que Bercy s'est fendu le 19 janvier d'une note, d'un communiqué pour dire que ça n'allait pas remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine qui reposent sur par exemple, une réfraction d'usufruit à l'occasion de la donation d'une propriété. Eh bien, simplement, sur l'abus de droit, remettons l'adverbe exclusivement à la place de principalement. Il est encore temps, il y a des ça s'applique au 1er janvier 2020. Benoît Lombard, Evitam MFO. Merci Benoît.